Qui se cache sous le masque de la nouvelle Panthère Noire? C'est le grand mystère de la semaine, même si tout semble pointer vers Shuri. Il y en a même qui sont allés jusqu'à analyser les points blancs sur le masque du costume et ceux sur le visage de l'actrice. Mais si on commence à se fier à ça, tous les collégiens se ressemblent entre eux. Ah non, ça pourrait être intéressant que Marvel joue la surprise, ils nous font croire à Shuri et paf! En fait, c'est Manuel Valls sous le masque qui a vu que la place était libre et qui a pondu un nouveau slogan, la Panthère Noire prête à mouiller sa chemise blanche, ou alors... Il y en a pas mal qui disent oui, mais ça peut être qu'une meuf vu comment elle est fine. Ah ouais, mais maintenant que Hugh Jackman a dû reprendre le sport et pourrait profiter de sa période de sèche pour incarner tous les personnages félins de l'univers Marvel. Le type, il est même à deux doigts d'aller remplacer Zoé Kravitz dans Catwoman. Et puis alors, la version idéale pour moi, ça serait que la panthère débarque en triple salto. Elle enlève le masque et c'est Tante May, Rosemary Harris, qui continue de se déshabiller. Et là, on découvre que c'est May, la panthère en léopard. Si c'est ça, mon royaume pour du sopalin et de la margarine. Bon, je tiens à remercier très fort tous les berrichons qui sont venus au festival Bulberry. C'était une édition hyper réussie, aussi bien le quiz que la battle de dessin, les conférences. Enfin, moi, je me suis vraiment régalé. Prochaine battle de dessin, tout se passe dans le sud. Je vous le dis, c'est samedi à la médiathèque de Septem-les-Vallons. Monsieur Bruno Bessadi contre Monsieur Mohamed Labidi, un duel au sommet. Le 15, c'est à Saint-Cana que ça se passe. Gros programme du quiz, de la conférence, de la battle de dessin, du concours de cosplay. Jérôme Alquier contre Bruno Bessadi, ça va être une dinguerie aussi. Le 22, c'est à Allo, juste à côté de Marseille, pour le festival Les Bulles Électriques. Je sais, c'est hyper localisé, mais bon, je vais où on m'appelle. Moi, je suis même prêt à franchir Aix-en-Provence, tel Frodon qui part dans son périple à travers la terre du milieu, si on m'y invite. En attendant, ici votre fidèle commis des comics, vous êtes dans l'émission qui fait le tour de l'actu de l'industrie du comic book et de tous ses dérivés. C'est le 367e JT Comics, sa première victoire pour le Namor version Tenoch Huerta, qui a fait fuir le Aquaman version Jason Momoa, qui a préféré carrément quitter les eaux pour se réfugier dans le ciel, sauf que Namor, lui, il peut même le rejoindre à pied s'il a envie, donc attention, il est temps pour nous d'embarquer à destination des news de la semaine. Imperius Rex. Alors qu'on ne sait toujours pas si le second opus de Black Panther sortira dans les cinémas français, il y a eu une réunion cette semaine avec toutes les parties prenantes qui, nous dit-on, s'est déroulée avec fluidité, mais c'est quand même un combat qui s'engage entre l'industrie du cinéma français et sa diversité que la chronologie des médias aide à financer, à protéger, et là j'ai peur des commentaires et en même temps j'ai envie de rigoler, donc lâchez-vous, et l'autre adversaire c'est évidemment le géant américain Disney et tous les blockbusters qu'il y a derrière, eh bien, il y en aura forcément un qui l'aura dans sa salle obscure. Ce qui est bien sorti en revanche, et avant la New York Comic Con de la semaine prochaine, et on sent que tous les éditeurs, tous les studios se réservent des news sous le coude, donc ça va être un gros JT la semaine prochaine, c'est le dernier trailer du film Black Panther Wakanda Forever. Et alors Namor, il vole, littéralement il vole, il vole aussi la vedette, il éclipse tout le monde pour moi, et moi ça m'a laissé sans voix, assez perplexe même, mais vraiment je saigne du nez, quoi, parce que c'est pas le choix de faire de Namor un représentant des civilisations méso-américaines. Ça, vraiment, au plus j'en vois, au plus je trouve ça génial, parce que déjà, ça permet de venir contraster avec le Aquaman de DC, évidemment. Ça permet de venir mettre en avant la culture, les cultures pré-américaines qu'on connaît moins chez nous, alors que le panthéon gréco-romain, on est un petit peu rodé. Ça permet des effets visuels assez superbes, aussi bien sur l'affiche que dans la bande-annonce. C'est en accord avec les choix esthétiques du premier Black Panther, même si ça change radicalement des comics. Ce qui ne change pas en revanche, et c'est ça qui me laisse pantois, c'est les ailes, les petites ailettes de Namor qui parvient à voler avec, et ça c'est comme dans les comics, même les tout premiers de Bill Everett qui a créé le personnage de Namor, et je trouve ça assez fantastique de le voir voler avec sa petite pédicure à la Red Bull. Ça risque de relancer le débat très intéressant, est-ce que tout ce qui est dessiné sur papier peut être transposé à l'écran, et là je dirais que oui, et il me tarde évidemment de voir comment le personnage sera à la fois écrit et interprété. Alors on a quand même eu un petit indice, ça sera pas le vilain du film, ça sera le anti-héros, l'antagoniste, puisqu'ils vont pas avoir les mêmes intérêts, le Wakanda et donc la nation de Namor. C'est un petit peu comme Captain America et Iron Man dans Civil War. Dans les comics d'ailleurs, ils se rencontrent pour la première fois dans le cadre d'un crossover très très classique, on se rencontre, paf, on se tape sur la gueule avant de réfléchir et de réaliser que nos intérêts sont communs et de finir par s'allier pour arriver à nos fins. C'est un petit peu après que c'est vraiment parti en couille, Namor étant un des premiers mutants,
Il a adopté, il a embrassé le camp des X-Men dans la guerre entre les Vengeurs et les X-Men. Il n'a pas hésité, doté de la force du Phénix, le feu et l'eau. Il avait des sacrés éléments, Salamèche et Carapuce à la fois, a noyé le Wakanda. Il a tué des milliers de Wakandais. Et ça a été le point de départ d'une rivalité sans nom entre les deux nations, entre les deux leaders. C'est Nadal Djokovic, c'est chien et chat, sauf que c'est la version panthère noire et poisson volant. Et d'ailleurs, j'espère que même si c'est Shuri qui reprend les rênes, eh bien, elle aura le caractère aussi bien trempé que son grand frère T'Challa pour tenir tête à l'impétueux Namor. Dans les comics, elle ne pardonne pas, elle attaque Atlantis, mais malheureusement, Namor, il est toujours au-dessus, puisqu'il va finir par même pactiser avec Thanos et l'envoyer vers le Wakanda en lui disant qu'il pourra y trouver une pierre de l'infini là-bas. C'est un mensonge, mais l'autre, dès qu'il peut trouver un bijou, il y va. Et puis fin du game, quand Namor, qui faisait partie des Illuminati, donc le groupe de gentils héros qui font des choses pas très gentilles pour sauver le monde, a rejoint la Cabale, donc un groupe de super vilains qui eux ne se cachent plus trop, et à Thanos notamment, ils achèvent de détruire le Wakanda. Moi, c'est quand même l'adaptation à l'écran qu'il me tarde le plus de voir depuis très longtemps. Je crois que j'ai pas été aussi excité depuis qu'on m'a annoncé John Bernthal en Punisher. C'est vous dire, tant pis pour Riri Williams, Ironheart, j'espère juste qu'elle a bien étanchéifié son armure. Tant pis pour la nouvelle Black Panther, on sait tous que les chats, ça déteste l'eau de toute façon. Et tant pis si ce Black Panther est décevant, puisque vous l'avez compris, on a de sacrés récits à lire dans les pages de nos comics. Le farceur. Est-ce que vous connaissez l'histoire de ce traiteur qui est en embrouille avec un type et qui reçoit comme par hasard avant Noël une commande de 46 homards que personne ne vient chercher, donc il doit s'asseoir sur son paiement avec l'oignon aussi rouge que les 46 créatures qu'il vient d'ébouillanter vivantes. C'est tout simplement l'histoire du versement d'acompte ou du paiement par avance, et elle peut être transposée à l'industrie des comics, cette histoire, puisque vous avez le dessinateur Rick Hoberg, qui a officié chez beaucoup d'éditeurs, notamment beaucoup chez DC, un petit peu chez Marvel. Il a fait aussi du Star Wars. Il était en convention, donc il réalisait plein de commissions, il était très occupé. Quelqu'un vient lui demander une commission des Invaders, qu'il a dessiné pour Marvel, donc Captain America, la première Torche humaine et Namor, le tout sur une couverture vierge du Marvel Comics numéro 1000. Le type laisse son nom, son prénom, son numéro de téléphone, son mail, mais zéro oseille, et il ne vient jamais récupérer sa commission. Alors Oberg le cherche sur Facebook. Le type a été assez con ou mesquin, voire les deux, pour laisser son vrai pseudo, et il s'y vante d'avoir roulé dans la farine Mike Oberg, l'artiste, pour ses prises de position politiques. Alors il va falloir m'expliquer où elles sont, puisque mis à part 2-3 posts sur la guerre en Ukraine, le Covid-19, il n'y a pas grand chose, donc c'est peut-être Vladimir Poutine qui se balade en convention américaine. C'est assez neutre, mais il y a peut-être une interview où il a dit un truc, je sais pas, il faudrait fouiller. En attendant, Mike Oberg a décidé de retourner la situation et de dire c'est bien fait pour ma gueule, j'aurais dû prendre des arts. Je vais revendre aux enchères la couverture et tout l'argent sera reversé au profit de l'association Hero Initiative qui prend soin des artistes en situation de précarité. Là, il y a une enchère à 500 balles et le type promet de mettre encore plus si jamais il rajoute Taureau dans la couverture, et le défi de composition, ça va être galère, je sais pas comment il va faire, il me tarde de voir, est relevé par Oberg. Et bien même Geoff Isherwood qui promet d'ancrer la couverture et de reverser les profits aussi à Hero Initiative, donc cher. Le patron, il a écrit Watchmen, V pour Vendetta, Hello Jones, The Killing Joke, du Superman, plein de petites pépites en comics. C'est le patron, il s'appelle Alan Moore et il va sortir le 11 octobre prochain un recueil de nouvelles intitulé Illumination, et une d'entre elles qui s'intitule Que sait-on de Thunderbird racontera l'histoire, on nous dit, surréaliste et kafkaïenne des principaux acteurs de l'industrie des comics de ces derniers 75 ans. Donc il déclare dans le Guardian, puisqu'il fait un petit peu de promo, que c'est une façon de crever le furoncle purulent de sa carrière en tant qu'auteur de comics. Attention, il y a beaucoup de second degré chez Alan Moore, et cette histoire, il dit, serait inspirée d'un voyage avec sa femme dans une ville qu'il adorait quand il était enfant. Seulement quand il est retourné adulte, il s'est rendu compte que c'était ripou, nul à yesh. Moi aussi, quand j'étais gosse, je croyais que le Big Mac était un sandwich énorme dans mes petites mains d'enfant, et puis après, quand j'ai grandi, finalement, je me suis rendu compte que non, et ça m'a fait ça à plusieurs occasions. Bref, la nostalgie infantile, c'est ça qui a inspiré cette nouvelle, à l'époque où il lisait avec plaisir les comics Marvel de Steve Ditko, de Jack Kirby, de Stan Lee, avant, je cite, que Marvel ne devienne ce colosse qui détruit le monde. Second degré aussi, tu vois venir les articles, Alan Moore continue de cracher sur les comics et sur Marvel. Non, il déclare que puisqu'il s'apprêtait à dénigrer l'industrie des comics, il fallait qu'il explique pourquoi les gens sont attirés par les comics en eux-mêmes, et il explique que c'est carrément neurologique, c'est une addiction, et que nous sommes drogués à ces emblèmes sur les poitrails et
ses costumes colorés. Moore qui nous traite de drogués, et en même temps on peut quand même lui reconnaître un poil, voire deux, voire trois d'expérience dans ce domaine. Il dit aussi que beaucoup des choses qu'il a écrites se sont révélées vraies. On pense évidemment à V pour Vendetta entre autres sur les systèmes politiques. Et là il a une nouvelle dans laquelle des agents immobiliers font visiter des baraques après la fin du monde. Moi, tant qu'il y a du Moore dans la bibliothèque, ça me va. Entre quatre planches. Et dans l'actu purement comics, Marvel nous fait une promesse, les péchés de Mr. Sinister vont entraîner un monde maudit, mais ça c'est un petit peu comme la méthode de Claude François pour changer des ampoules, on savait que ça serait foireux avec ce personnage fasciné par les gènes mais qui n'a aucune race, un eugéniste qui a travaillé avec les nazis, qui a passé la plupart de sa vie à torturer Cyclope, le jeune Scott Summers, à le manipuler, à cloner Jean Grey et lui renvoyer à Madeline Prior, c'est lui avec lequel Scott a son fils, Cable. Il a d'ailleurs précipité la saga Inferno, l'enfer sur Terre, enfin la Terre des Américains, New York, quand il a envoyé ses maraudeurs faire du mal à Madeline Prior, qu'ils ont fait du mal à son fils et qu'elle a déchaîné les démons, c'est là qu'elle est devenue la reine des gobelins. Bref, depuis Jonathan Hickman et Oxpox, on a vu très tôt que c'était un mal nécessaire, un allié qui préparait un coup fumeux, et on va découvrir, ça va culminer dans Sins of Mr. Sinister. Ça sera écrit par Kieron Gillen qui a une façon très particulière et très intéressante d'écrire le personnage, et quand on sait que les mutants bénéficient des meilleurs Elseworlds du marché des comics, il me tarde de lire ça. Et avant les grosses frappes de la New York Comic Con qui se déroule ce week-end, eh bien les éditeurs nous maintiennent en tension avec des petites jabs comme ça, mais tout au rétine, puisqu'ils ont dévoilé quelques couvertures magnifiques, une émouvante, la dernière de Carlos Pacheco, l'artiste qui a dévoilé être atteint de la maladie de Charcot et qui se retire en partant sur ça, c'est pas mal. Jim Lee aussi, et j'aime vraiment beaucoup le Jim Lee des années 2020, puisqu'il a dévoilé une couverture variante du Riddler, donc l'homme mystère tel qu'il est écrit par l'acteur qu'il a incarné dans le dernier Batman, Paul Dano, illustré par Steven Subich. Regardez, on dirait presque qu'il se mignolardise, et ça je trouve ça cool. Et puis alors, celui qui est vraiment pas cool, celui dans la salle d'entraînement qui te fait croire que c'est du sparring et qui te met des patates de forain dans la gueule, c'est Jock qui signe une couverture hommage pour les 25 ans de 300, qui est vraiment à tomber par terre. Un bel hommage à Frank Miller, et je vous laisse me dire dans les commentaires la première chose qui vous est venue à l'esprit quand vous avez vu cette petite pépite. Et puis dans l'actu purement éditoriale, eh bien sachez que l'éditeur Bad ID, c'est une dinguerie de Dinesh Shamdasani, un ex de chez Valiant, qui l'a co-fondé, qui ne propose que des comics en single issue, aucune version reliée, aucune variante cover, un comic book par client, donc c'est assez révolutionnaire et renverse l'industrie. Des petits buzz amusants avec des stickers pour les premiers clients de chaque comic shop, avec même des pierres, enfin ils ont fait plein de délires, mais qui proposent surtout à certains artistes de signer des œuvres maîtresses. Je pense à Joshua Dysart, je pense à Lewis Larossa, et bien leur dernière mauvaise idée, c'est d'organiser un Kickstarter, et ils nous promettent que s'ils atteignent 2,6 millions de $, ils ferment la boutique, en plus de livrer au moins 3 œuvres, dont Megalith par Lewis Larossa, qui moi m'attire beaucoup, donc j'espère que ça sera disponible puisque c'est du Kickstarter en livraison dans le monde entier. Il me tarde de voir quelle partie de mon corps je vais devoir céder sur moi ou pas sur moi pour me payer ça. Et enfin un petit mot, je suis obligé, puisqu'il a taffé chez Marvel, notamment sur du X-Men, il a supervisé les Batman de Grant Morrison chez DC, il a cofondé Aftershock Comics où il était éditeur en chef. Mike Martz, un éditeur vraiment de talent, et j'ai eu l'honneur de travailler avec quand je travaillais chez Snorgle Comics, et un petit peu avec We Live, mais beaucoup moins puisque c'était Nicolas Beaujean qui gérait tout ça. Et bien Mike Martz s'en va pour une nouvelle aventure puisqu'il est recruté par Mad Cave Studio en tant que vice-président et éditeur en chef, et nul doute qu'il va encore nous pondre des dingueries là-bas. Lisez, cette semaine, beaucoup de travail pour préparer toutes les conventions du mois d'octobre, donc je n'ai rien lu qui vaille la peine d'être mentionné ici, donc je compte plutôt sur vous pour me dire ce que vous lisez, et wikez dans les commentaires, puisque c'est la fin de ce JT. Je vous remercie de l'avoir suivi, d'être toujours aussi nombreux à le faire, à laisser vos pouces bleus, à partager sur Facebook, à tweeter, à retweeter, à m'incorporer dans vos stories Instagram. Je vois tout, encore une fois, et vous le savez, ça fait toujours chaud au cœur, J'embrasse notamment Punchline de Bulle. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires sur YouTube où je lis chacun d'entre vous, j'essaie de répondre au plus grand nombre. Sur les réseaux sociaux, vous pouvez laisser vos petits messages pour El Bando del Pueblo, votre espace de liberté. Je vous fais des bisous et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour des nouvelles toutes fraîches. Allez Marvel, c'est la New York Comic Con, il faut en profiter pour balancer des news sur le film des 4 Fantastiques, sinon je vais lancer mes propres rumeurs. Reed Richards incarné par le nouveau prix Nobel de physique, le spécialiste de la quantique, le français Alain Aspect, et le sien en plus c'est un mix entre José Bové et Staline, donc parfait pour le MCU.